Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'on note que les autorités font la sourde oreille face à la grogne sociale au Cameroun. Les droits et arriérés de salaire des ex-employés d'une société publique évalués à près de 800 millions de francs CFA n'ont toujours pas été réglés jusqu'à ce jour. Incapables de payer les frais de scolarité de leurs enfants et même de nourrir leurs familles, ils sont sortis dans la rue pour manifester leur détresse dans la cité capitale. Après les terribles attentats perpétrés au Pentagone et au World Trade Center aux États-Unis en 2001, l'Afrique est désormais une cible de choix des terroristes, du Mali au Tchad en passant par le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun. Les attaques terroristes, une tempête djihadiste qui touche de plein fouet plusieurs régions et qui provoque une instabilité dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne, tout en mettant à rude épreuve les stratégies de lutte contre le terrorisme. Comment l'Afrique s'est-elle retrouvée dans l'engrenage du terrorisme depuis près de 17 ans? Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les autorités camerounaises font-elles la sourde oreille face à cette grogne des ex-employés d'une société de transport urbain, le bus, située à Yaoundé? L'entreprise a été privatisée, mais les droits sociaux des ex-employés, évalués à près de 800 millions de francs CFA, n'ont pas été réglés jusqu'à ce jour. Incapables de payer les frais de scolarité de leurs enfants, et même incapables de nourrir leur famille, ces ex-employés sont sortis pour bloquer l'accès à la nouvelle société de gestion du transport urbain à Yaoundé pour manifester leur cri de détresse. Reportage, Marcelin Gansop. Après une paralysie qui a duré quasiment 2 heures, c'est à 7h40 que les barricades ont été levées, libérant les véhicules qui étaient bloqués sur le site de la défunte société de bus au quartier Lonkak à Yaoundé. Non, la rue, vous n'êtes pas les hommes de la rue. Vous nous envoyez à la rue. Non. Vous nous envoyez à la rue. Quand quelqu'un ne peut plus payer son logis, la réflexion est menée pour trouver les solutions à votre problème. Il est obligé d'aller à la rue. C'est au bout d'une longue négociation que les efforts déployés pendant plus d'1 heure par le sous-préfet de Yaoundé 1er ont payé. Les ex-employés de la défunte société de bus ont plié, mais sans rompre, puisque leurs revendications n'ont pas toujours trouvé une oreille attentive. Nous avons 16 mois d'arriérés de salaire. À l'heure où on nous met dehors, on n'a pas 100 francs dans la poche. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens sachent qu'on est en situation de profonde détresse. Un homme qu'on pousse dans ces derniers retranchements devient dangereux pour le reste. J'ai construit une famille qui est détruite. J'ai 3 enfants, je ne sais pas où ils sont. La prochaine fois, il n'y aura pas de banque ici pour barrer. Il y aura nos corps. Ces ex-employés sont d'autant plus courroucés que plusieurs promesses ont été faites depuis au moins 2 ans, mais sont restées lettres mortes jusqu'ici. Mercredi, nous sommes allés vers le ministre des Finances. Et le ministre des Finances, par son secrétaire général, nous a reçus, a demandé que vendredi qu'on puisse se réunir et avoir une réponse à nos revendications. C'est vendredi qu'on nous présente une lettre, une décision de nomination d'un liquidateur de l'entreprise qui est signée depuis janvier, le 4 janvier. Le liquidateur n'a pas de bureau nulle part, il est dans la rue. Entre-temps, la nouvelle société a lancé ses activités, certes pour le bonheur des usagers, mais à la désolation des ex-employés qui continuent à tirer le diable par la queue. Le délégué du gouvernement est venu ici, il a fait une réunion ici à Tic-le-Bus. Nous demandons de rester tranquilles avant que la nouvelle société n'entre, ils vont nous payer et que le gouvernement a donné tout jusqu'à la CNPS pour qu'on nous paye et qu'on ne peut pas nous enlever d'ici sans qu'on nous paye. Donc, quand on parle du liquidateur, ils ont déjà tout pris, voilà une nouvelle société, nous sommes dehors. Le site-ci nous appartient, c'est pour ça que nous sommes ici. Ce n'est pas la première fois que ces ex-employés de la défunte société de bus manifestent à Yaoundé pour revendiquer le paiement de leurs droits sociaux. Le dernier sitting avait été sévèrement réprimé, avec à la clé plusieurs interpellations. Encore un accident mortel survenu sur l'axe Edé à Kribi
un conducteur de moto de course s'est retrouvé face à un cas de transport lors d'un dépassement mal négocié dans un virage. Le choc a été fatal. Le passager de cette moto s'en est sorti grièvement blessé. Il est toujours sous soins intensifs à l'hôpital régional situé à Edea dans la Sanaga-Maritime. Le récit est fait avec Rodrigue Ngassi et Julingue Nyondé. Sur l'axe Edea-Kribi, dans le département de la Sanaga-Maritime, gît le corps sans vie d'Alexis Kagala, un conducteur de moto de sport. L'infortuné, victime d'un accident de la circulation, ce 10 septembre 2017, a trouvé la mort alors qu'il provenait d'un pique-nique entre amis dans la ville de Kribi. Les témoins affirment que le drame est survenu au moment où le conducteur de l'engin à 2 roues, avec un coéquipier à bord, en pleine vitesse, tentait d'effectuer un mauvais dépassement. Surpris dans un virage à Koukoué, localité située à 5 km d'Edea, il heurtera un coaster en provenance de Douala pour Kribi. Alexis Kagala perdra le contrôle de sa moto et sera traîné sur une bonne distance. Le choc est mortel. On était à Lobatindi, et il est arrivé à Lobatindi, nous trouvait là-bas. Bon, en quittant moi, ma moto m'est tombée en panne. Et j'ai essayé de mettre ma moto à jour et ils sont décollés me laisser. Arrivant, ils viennent trouver l'accident. C'est venu seulement trouver le corps avec celui qui était à 2. Non, il y a l'autre que le bras est coupé avec les pieds. Donc lui là à l'hôpital d'Edea. Et celui-ci là, il est décédé sur place. Le corps d'Alexis Kagala a été déposé dans une morgue de la place. Son coéquipier, quant à lui, gravement blessé, a été transporté à l'hôpital régional d'Edea. Après des accidents mortels, des carcasses de camions et de voitures impliquées dans ces drames n'ont pas toujours été retirées de la circulation dans la capitale économique du Cameroun, ce qui suscite la psychose générale chez les usagers qui empruntent ces axes routiers que font les différentes communes d'arrondissement pour libérer la chaussée de ces carcasses qui provoquent de véritables cauchemars aux populations. Élément de réponse avec François Dikoumé et Julienne Berthé-Bissaye. Voici ce qui reste du camion qui a ôté la vie à 5 personnes au carrefour Agip le 20 août dernier à Douala. 22 jours après le drame, le tas de ferraille n'a pas bougé d'un pouce. Sur place, c'est la psychose chez les populations environnantes. Mais on a peur tous les jours. Hein? On a peur tous les jours, ce n'est pas seulement pas. Même moi qui suis piéton, j'ai toujours peur. Mais de toutes les façons, ça fait mal au cœur. Parce que c'est déjà une perte humaine, c'est pas, on ne va pas voir ça et commencer à rire. Comme au carrefour Agip, plusieurs carcasses jonchent les rues de Douala. Les risques d'accident sont nombreux. Même ces carcasses aussi causent aussi encore les accidents. Ça peut augmenter plus une autre voiture en esquivant ces carcasses de voiture. Ça va encore causer une autre, non? Plusieurs pointent un doigt accusateur sur la communauté urbaine qui semble avoir démissionné de ses missions régaliennes. Maintenant, tout leur travail ne guette que les nouvelles voitures, les voitures neuves garées pour tirer, pour amener à la mairie parce que ça c'est pour chercher le gain, au lieu de s'occuper de leur propre travail. On assiste au cinéma ici, tu gardes ta voiture comme ça, ils vont porter. Pourtant c'est le pareil truc qu'il fallait enlever pour donner la libre circulation aux gens. Les responsables de leur côté s'en défendent. Je pense que la loi est faite pour tout le monde, pour les vieilles voitures comme pour les voitures neuves. Il n'y a pas de raison que je trouve qu'un vieux car a déjà fait plus de 72 heures à la chaussée et que la mairie ne la porte pas, et en même temps que la mairie ne le porte pas, et en même temps qu'on trouve qu'il y a une voiture neuve qui s'est garée, abandonnée à la chaussée à plus de 3 jours qu'on ne la porte pas. Alors que ce soit la vieille ou la voiture neuve, la mairie se doit qu'après 48 heures, qu'on la transporte vers la fourrière municipale. Tout compte fait, les véhicules ou carcasses abandonnés sur la voie publique ne devraient en principe dépasser 48 heures. L'indifférence des pouvoirs publics est décriée dans une école primaire publique située à Koutaba, dans le département du Noun.
Là-bas, élèves et enseignants travaillent dans des bâtiments en état de délabrement très avancé. C'est le constat que font Mama Soufor, Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat. À première vue, depuis cette cour de récréation, tout nouveau venu ici se croirait au milieu d'un champ de ruines. Pourtant, nous sommes bien à l'école publique groupe 2 du centre-ville de Koutaba, localité située dans le département du Noun. En cette semaine de rentrée scolaire, élèves et enseignants sont en poste depuis le 4 septembre. Ici, leur cadre de travail ne paye pas de mine. Toute l'infrastructure croule sous le poids de l'âge et du manque d'entretien. Charpente en lambeaux, toiture déchiquetée, tôle arrachée expose cette petite communauté éducative à la merci du soleil et des pluies. À y voir de près, tous les murs des différentes bâtisses sont devenus tout crasseux au fil du temps. Les sols cimentés se sont craquelés. Certains bâtiments devenus très inconfortables sont à l'abandon. Au-delà de ce triste visage enlaidi par le temps et la négligence, l'école publique groupe 2 de Koutaba-Ville manque d'un peu de tout. Matériel didactique, table-banc pour l'essentiel. Devant la gravité de ce désastre infrastructurel désolant et humiliant, le directeur de l'école publique de Koutaba non seulement refuse d'évoquer les misères de son cadre de vie, mais interdit aux enseignants de crier leur mal-être devant les caméras d'Equinox Télévision. Où vont donc les fonds de l'association des parents d'élèves collectés chaque année? Nos enquêtes révèlent que de fortes odeurs de détournement dans l'air ont compromis la rénovation de cette école. Enseignants et élèves de Koutaba ont les yeux tournés vers la commune de Koutaba pour l'amélioration de leur cadre de travail, rôle dévolu à la municipalité dans le cadre des compétences et ressources transférées aux communes. Pour l'instant, ces élèves et enseignants vont devoir travailler dans de mauvaises conditions en espérant le geste qui sauve d'une âme de bonne volonté. Alors que la menace terroriste a secoué ces derniers mois plusieurs capitales africaines, le Cameroun a les yeux rivés sur le front de guerre contre le terrorisme situé dans le septentrion, Yaoundé, où un dispositif sécuritaire avait été instauré. Ce dispositif tend à disparaître. Les fouilles sont de moins en moins systématiques à l'entrée des grands lieux de rassemblement. Seuls quelques postes de contrôle ont été maintenus dans les hôtels et supermarchés dans la cité capitale. Reportage, Marcelin Gansop. Des images comme celle-ci sont devenues rares dans la capitale, alors qu'il y a 2, voire 3 ans, c'était devenu le quotidien des populations. Pour avoir accès aux hôtels, établissements scolaires, églises, mosquées et autres lieux de grande mobilisation, il fallait montrer patte blanche en se soumettant à une fouille systématique menée par la police et la gendarmerie. La menace Boko Haram était telle que les autorités sécuritaires n'ont pas voulu prendre de risques. Ce d'autant plus que les attentats kamikazes se multipliaient dans la région de l'extrême nord, touchant même de plein fouet le cœur de la ville de Maroua. Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé, puisque les djihadistes de Boko Haram poursuivent avec les attentats suicides, avec même un regain de vitalité ces derniers mois à Mora, Kolofata, pour ne citer que ces quelques cibles. Et pourtant, l'on observe dans la ville de Yaoundé comme une sorte de relâchement dans le déploiement du dispositif sécuritaire relevé il y a 2 à 3 ans. En dehors de quelques hôtels où les vigiles filtrent les entrées, c'est presque le laisser-aller qui dicte sa loi ailleurs. Les établissements scolaires, jadis bien tenus par les forces de sécurité, sont désormais à la merci du premier venu, à l'exception de quelques cas où des vigiles veillent au grain. En dehors du ministère de la Défense, de la Gendarmerie nationale et la Délégation générale à la Sûreté nationale, où le dispositif est resté le même. Seule la tenue de grands événements, comme la récente Assemblée des évêques d'Afrique centrale, mobilise désormais toute l'énergie des forces de sécurité. Ici et là, on voit plus les vigiles à l'ouvrage, usant parfois de matériel dont la qualité n'est pas toujours garantie. Mais dans le haut commandement, l'on affirme que la veille continue et que le dispositif sécuritaire n'est pas toujours ce que l'on voit. Il est peut-être invisible, mais efficace, tel que le tranche est haut gradé de l'armée camerounaise. Vous l'avez peut-être constaté, cette levée de bouclier contre l'appel à la libération de certaines personnalités qui ont été condamnées à de lourdes peines privatives de liberté pour cause de détournement de deniers publics. Au regard de cette avalanche de critiques, les patriarches du Fundi
ont décidé d'atténuer le ton communautaire de la correspondance adressée à la présidence de la République. Le porte-parole fait savoir qu'ils implorent tout simplement la magnanimité de Paul Biya à l'égard de ces Camerounais emprisonnés pour crimes économiques. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La polémique née de la correspondance des patriarches Mfundi au chef de l'État, appelant à libérer des personnes incarcérées après les leaders anglophones, n'est pas retombée. Mais ceux-ci repartent déjà à l'abordage pour préciser leurs pensées. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le langage des patriarches. Le Mfundi n'a personne en prison, pour le moment, dans ce cadre-là. Mais tous les fils qui sont Mfundi sont les fils des patriarches. C'est des Camerounais. Quand nous parlons de 10 enfants, ça veut dire que c'est 10 régions. Il a élargi sur 2. Qui pense aux autres, il y aura la paix et cela sera durable. L'affaire prend même une allure d'explication de texte. C'est écrit ici. C'est écrit, c'est écrit. Mais je crois qu'il vaut mieux encore, parce qu'ils disent que la place du prisonnier, du voleur, c'est en prison. Et la place du tueur, c'est tout où? Au cimetière. Ceux qui ont tué ont brûlé les drapeaux. Sont-ils au cimetière? Parce qu'ils veulent à tout prix maintenir d'autres Camerounais dedans. En clair donc, pour les patriarches, il n'est nullement question d'une Mfundi, mais plutôt de tous les Camerounais. Le Mfundi en tant qu'individu n'a personne dedans. Mais cela ne nous empêche pas de parler. C'est les fils du pays. Il s'agit de laisser le chef de l'État élargir d'autres personnes au-delà des peurs de quelques-uns. Le chef de l'État a pris soin d'élargir nos frères en Angola, malgré tout ce qui s'est passé. Nous disons que c'est bon. Que la qualité, c'est le seul qui peut se le permettre. Même ceux qui ont brûlé le drapeau. C'est aussi grave que déclarer la partition du Cameroun uni. Vous êtes un père, vous avez pardonné, mais qu'ils pardonnent aussi ceux qui ont volé un peu de billets et qui se retrouvent dans toutes les autres provinces. Que la paix revienne. Nous sommes à la recherche de la paix. Ce n'est pas le Mfundi. Oh, chers amis. Cela, y compris dans le cadre de l'opération Épervier, qui, aux yeux des patriarches, visait au départ à obtenir les remboursements des fonds distraits et non à emprisonner. Quand cette opération Épervier a commencé, c'était pour que les gens remboursent l'argent. Madame Amana était en prison, mais où elle est dehors. Le chef de l'État l'a mis. Mais il peut le faire pour tout le monde. Pourquoi refuse-t-il que le président élargisse son pardon aux autres? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais être clair pour leur dire aujourd'hui que le Mfundi en tant que tel n'a aucun fils en prison dans cette opération. Et Zoa est sorti. Thierry est sorti. Mais nous, on est Camerounais purs par rapport à la gesticulation qu'ils font. Parce qu'ils ont mêlé beaucoup de choses dans cette histoire. Il y a la crainte des pauses. Nous avons des valeurs en prison. Il y a des valeurs en prison. Il y a même des livres qui ont été rédigés ici, qu'on a vendus, qu'on a déposés partout, pour faire sortir M. Foto. Personne n'en a parlé. Pourquoi on ne veut pas que le Mfundi parle? Pour autant, les patriarches vont-ils faire assimiler cette leçon à leurs contenteurs? Rien n'est moins sûr. Mais en plus même, parce que quelqu'un m'a appelé pour dire que... Dans le reste de l'actualité, les 5 chevaliers de la normalisation du football suscitent un brin d'espoir chez des Camerounais désireux d'assister à la fin du désordre et des crises à répétition dans la famille du football camerounais. Ils dressent leurs attentes dans ce reportage d'Emos Fong et Hervé Kemnier. Depuis la mise sur pied du nouveau comité de normalisation à la FECAFOOT, chapeauté par Maître Dieudonné Api, cette actualité alimente toutes les causeries dans les rues de la capitale économique Douala. Chacun y va de sa sensibilité pour exiger la rigueur de ce nouveau comité de normalisation qui doit rédiger les textes conformes au statut de la FIFA en adéquation avec les lois nationales qui ne seront pas contestées par les acteurs. La normalisation, nous attendons beaucoup de choses d'eux pour reformer les textes et que la FECAFOOT soit bien structurée, puisque la fois passée, il ne faudrait plus qu'on tombe dans les pièges que nous sommes tombés la fois passée, car on avait nommé des gens qui étaient là, qui ont formé un camp avec Tombi pour tirailler, pour tisser des choses. Aujourd'hui, on a nommé quelqu'un qui n'est même pas dans le monde du football. Ils connaissent la loi. Là, j'espère que cette fois-ci, c'est un homme de la loi d'abord qui est présent. Il va respecter les textes. À partir de là, toutes les choses vont
aller normalement. Pour les amateurs du ballon rond, ce nouveau comité de normalisation de la FECAFOOT doit faire mieux que le précédent comité qui était dirigé par le professeur Joseph Oona. Il doit falloir qu'ils font de très bon boulot parce que la dernière fois, il y avait Joseph Oona qui était à la tête de cette normalisation et les choses n'ont pas marché. Voilà pourquoi on revient encore pour faire encore toujours les mêmes élections. Donc, il va falloir qu'ils font la transparence. Que le football camerounais, on ne doit plus faire toujours marche en arrière. Quand on fait les élections, on revient encore sur les mêmes choses. Ailleurs, certains férus du football plaident pour l'attribution de cette mission de réforme du football camerounais aux anciennes gloires. On attend qu'une norme des footballeurs camerounais qui a servi le football camerounais à la place qu'il faut. Parce que c'est un fin de cycle pour ceux qui sont là depuis, ils ne font rien. Et quand nous partons, quand nous approchons les joueurs du championnat du pays, disons camerounais, ils disent que pour un départ, on ne les paye plus. Alors ceux qui ont eu à jouer le football connaissent les versets, comment ces joueurs-là vivent. Et c'est honteux pour nous qu'à chaque année, administrativement parlant, ils disent qu'ils sont en train de faire avancer le football camerounais. Alors le football camerounais est sur place. Si la désignation de nouvelles personnalités au sein du comité de normalisation de la FECAFOOT fait l'unanimité, le public attend des réformes profondes qui seront au goût de tous les acteurs. Conscient de ces enjeux et de ces nombreuses attentes, il est déjà sur le terrain du football. Juste après sa prise de fonction samedi, le président du comité de normalisation a effectué sa première sortie officielle hier dimanche au stade militaire à Yaoundé. Maître Dieudonné Api a assisté, il a suivi la rencontre amicale opposant les Lions indomptables A' à leurs adversaires équato-guinéens. Le Cameroun a remporté ce match 2-1. Reportage Élisée Bogba et Aïk Cyril. C'était sa première sortie officielle après sa prise de fonction comme président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Maître Dieudonné Api s'est rendu au stade militaire de Yaoundé où les Lions A' disputaient un match international amical préparatoire au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Aux côtés du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Maître Dieudonné Api et les autres membres du comité de normalisation ont été les témoins de la victoire des Lions A', 2-1 face aux Alangues nationales de Guinée équatoriale. Ce sont pourtant les Guinéens qui ouvrent le score par Oba Assou Pedro à la 12e minute. Mais à peine ont-ils eu le temps de jubiler que le Cameroun, par l'entremise de Messimbouli, égalise à la minute d'après la 13e. Une fois l'équilibre établi, le Cameroun met la pression. À la 40e minute, France Pangop, sur un lobe parfait, inscrit le deuxième but des Lions A'. 2-1, c'est le score à la pause. En seconde manche, Rigobert Song, l'entraîneur des Lions A', jauge son effectif à travers divers remplacements. Au coup de sifflet final, les Lions A' l'emportent 2-1 et le président du comité de normalisation s'autorise une descente dans les vestiaires pour féliciter les joueurs. Malgré cette victoire des Lions indomptables A', l'entraîneur Rigobert Song a identifié des failles et insuffisances dans le jeu de ses poulains. Il promet de mieux préparer son équipe pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Je vous propose d'écouter Rigobert Song, entraîneur des Lions A'. Parfait. Il nous faut des matchs comme ça qui vont nous permettre de voir ce qu'il y a à faire et il nous faut du temps aussi parce que le temps a été très juste. On a vu les joueurs ont joué les championnats jeudi. Ils sont arrivés jeudi soir dans la nuit, vendredi pour certains. Donc on a pu avoir une seule séance d'entraînement, c'était hier. Mais bon, c'était pas mal parce que je dirais, on a déjà une bonne lancée. C'est une continuité en fait. Je pense que quand on aura le temps de bien préparer notre équipe, on sera dans les meilleures conditions. Ces performances des Lions A', mais aussi les résultats de la 31e journée de Ligue 1 de football, où le canon sportif de Yaoundé est déjà dans la ligne rouge,
Toutes ces informations seront décryptées dans le cadre de 100% foot qui va se suivre, qui va bien sûr intervenir juste après ce journal, émission présentée par Étienne Pascal Azégué. Et toujours en sport, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2017 en battant le Rwanda 81-7 à 77. Le Cameroun sera donc opposé au Nigeria jeudi prochain. Des précisions avec Hervé Kemier dans ce reportage. Les Lions indomptables de la balle orange ont négocié avec brio leur qualification pour les quarts de finale de l'Afrobasket dimanche en Tunisie. Pourtant, dès l'entame de la compétition, le Cameroun a trébuché contre la Tunisie 68-51. Une entrée en matière ratée qui sonnait comme un signe de manque d'expérience d'un groupe à ce niveau de la compétition internationale. Mais c'était sans compter avec la fougue et la haine de cette nouvelle génération des Lions indomptables de la balle orange du Cameroun qui veut écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun à l'Afrobasket. En dépit de l'absence de nombreuses stars à cette compétition, condamné à réaliser un espoir pour se hisser en quart de finale, le Cameroun a sorti les crocs pour exploser la Guinée 96-54 avant de démystifier le Rwanda 81-77 au dernier match. À l'issue du premier tour, le Cameroun est classé deuxième du groupe C avec 5 points. Le Cameroun enregistre 2 victoires, concédé une défaite, soit une moyenne de 66,7 selon FIBA Afrique. 228 points inscrits contre 199 points encaissés. Les Lions indomptables de la balle orange affronteront jeudi en quart de finale les 10 Tigers du Nigeria, les champions d'Afrique en titre. Après les terribles attentats du World Trade Center du Pentagone survenus aux États-Unis en 2001, l'Afrique est désormais une cible de choix des terroristes du Mali au Tchad, en passant par le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun. La tempête djihadiste a déstabilisé plusieurs régions, provoque des traumatismes parmi les populations, mais aussi met à rude épreuve les stratégies de lutte contre ces nouvelles menaces. Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal et vous le voyez en image, comment l'opposition montre ses muscles en Afrique. D'abord, Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, qui a choisi de se retirer de l'Assemblée nationale, plus ou moins satisfait des résultats obtenus par son parti aux législatives. Et ensuite, toujours à l'international, sur le plan africain, Raila Odinga, candidat à l'élection présidentielle kenyane, exige des poursuites judiciaires contre des prestataires soupçonnés d'avoir publié de faux résultats du premier scrutin présidentiel. Pendant ce temps, le pouvoir gabonais lève l'interdiction de sortie du territoire pour Jean Ping et d'autres opposants. Un public reportage dans ce journal. La première université privée du Cameroun s'engage encore sur les voies de l'innovation et des performances académiques pour améliorer la formation des étudiants afin qu'elle réponde aux exigences du monde socio-professionnel. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a tenu son conseil scientifique et universitaire il y a quelques jours dans l'un de ses 3 campus situés à Douala. Reportage. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée peaufine des stratégies nouvelles pour la rentrée académique 2017-2018. Soucieux d'offrir une formation professionnalisante optimale et demeurer dans le rang des meilleures institutions universitaires privées en Afrique centrale, l'UIG vient de tenir un conseil scientifique au campus A et universitaire au campus C pour évaluer l'année académique écoulée et se projeter dans l'avenir, cette fois-ci, avec de nouveaux objectifs. C'est le premier conseil scientifique de l'UIG qui se tient et nous avons donc noté que l'un des critères dans l'enseignement supérieur, à savoir la recherche, qu'elle s'effectue effectivement ici à l'UIG et nous avons donc encouragé la direction de l'UIG à poursuivre cet effort. Il y aura un changement avec toutes les critiques que nous avons reçues ici aujourd'hui. Nous allons améliorer notre fonctionnement au cours de la rentrée 2017-2018 et l'une des résolutions fortes, c'était qu'au cours du premier semestre 2017-2018, que la plupart des recommandations soient mises en application et c'est pour le grand bien de la recherche
au sein de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est pour le grand bien de nos enseignants et évidemment, c'est pour le plus grand bien de nos étudiants. Donc, les étudiants en seront largement bénéficiaires de tout ce que nous avons reçu au cours de ce premier conseil scientifique. Soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et plusieurs autres universités internationales, l'UUG, qui fait ses preuves depuis un quart de siècle, compte dynamiser ses offres de formation pour répondre aux exigences du monde socio-professionnel. L'Institut universitaire du Golfe suit à la lettre toutes les recommandations qui lui sont faites par les membres du conseil. Et vous savez que c'est un conseil extrêmement varié qui intègre plusieurs tutelles et donc qui est très rigoureux et qui fixe le cap à suivre. Et ce cap-là a été régulièrement suivi à 91%. Ça, c'est exceptionnel et ça a encouragé. Conscient du fait que le succès professionnel commence par le choix d'une école d'excellence, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée annonce des innovations pour l'année académique 2017-2018. Nous allons passer une année académique 2017-2018 dans de meilleures conditions. Et nous allons améliorer la qualité parce que la recherche de la qualité est à la mode au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, sur le plan qualitatif, nous allons nous améliorer énormément et continuerons ainsi notre marche, notre lente marche, mais vers l'objectif final, c'est-à-dire devenir un jour une université à part entière. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, situé au quartier PK8 Ndokoti à Douala, regroupe 3 grandes écoles reparties sur 3 campus. L'École supérieure de gestion ESG au campus A, l'Institut supérieur des technologies avancées ISTA au campus B et l'Institut supérieur des sciences appliquées ISA au campus C. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est un cadre d'études agréable, des infrastructures de pointe, un centre de santé universitaire et des enseignants chevronnés. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée forme de cadres compétents depuis 1993. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. La question du terrorisme préoccupe de plus en plus le continent africain. Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau un historien, géographe, spécialiste de l'histoire des mouvements djihadistes en Afrique subsaharienne, Grégoire Kamkumo Timchou. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Ça fait 17 ans qu'il y a eu ces attentats du World Trade Center et au Pentagone aux États-Unis en 2001. Comment ce terrorisme s'est-il développé sur le continent africain à une grande vitesse? Pour évoquer cet aspect, il faut d'abord faire une petite historique du terrorisme. Et dans ce cas, il va falloir retourner au 19e siècle pour voir en quelque sorte, disons, l'origine pré-contemporaine du terrorisme. Et c'est à partir de la définition du terrorisme qu'on va essayer de catégorifier la typologie du terrorisme et pour finir le formalisme lié au terrorisme. En ce qui concerne la définition du terrorisme, pour être plus simple, le terrorisme est un acte de violence prémédité et délibéré destiné à provoquer vis-à-vis de l'autre un choc par une violence qui crée en lui une terreur multidimensionnelle. Ça, c'est une définition plus simple du terrorisme. Donc, c'est un acte de violence délibéré destiné à une cible matérielle ou humaine pour créer des dégâts susceptibles de déclencher une frayeur, une terreur, une crainte susceptible d'ébranler l'être, le groupe, la société ou l'État dans ses différents fondements. Et sur le continent africain, jusqu'en 2001, à peine la Somalie et quelques pays juste semblaient être confrontés à ce visage du terrorisme. Aujourd'hui, c'est presque toute l'Afrique subsaharienne en grande partie qui est concernée avec l'Afrique du Nord et aussi l'Afrique de l'Est. Comment s'est-on retrouvé dans cet engrenage sur le continent africain?
Pour évoquer le terrorisme en Afrique, il faut d'abord énumérer en quelque sorte la typologie du terrorisme. Il y a au départ, en ce qui se concerne par exemple la Chine, le terrorisme de résistance, qui est un terrorisme lié à la défense de la souveraineté nationale contre les incursions et l'expansion, ainsi que les velléités européennes à dépecer la Chine. Là, c'est un terrorisme qui a un fondement nationaliste valable. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, en ce qui concerne le problème palestinien, il y a eu une autre forme, un autre type de terrorisme, c'était le terrorisme de revendication, parce que le problème palestinien, au lendemain de la Deuxième Guerre, en ce qui concerne le partage de la Palestine, les Arabes se sentant lésés et se sentant incompris ont dû recourir à ce type de terrorisme de revendication pour poser leurs problèmes, exprimer leurs problèmes. Et quelles sont les formes les plus usuelles aujourd'hui dans le monde et en Afrique? De nos jours, les deux types de terrorisme fréquents sont le terrorisme de vengeance, le terrorisme de nuisance. Terrorisme de vengeance, pourquoi? Parce que il y a, en ce qui concerne la politique expansionniste et hégémonique occidentale, des frustrations enregistrées dans de nombreux États asiatiques et africains. Et à partir de là, il y a des groupuscules ou des organisations qui ont estimé qu'il fallait faire une réplique à ces velléités occidentales et naturellement ont dû créer des groupes de riposte qu'on qualifie de terrorisme. Mais c'est un terrorisme qui est provoqué par un autre terrorisme qu'on verra, on va voir à la fin dans ce qui concerne les formes du terrorisme. Donc c'est un terrorisme qui est un répondant à un autre terrorisme. Et sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne, du Mali jusqu'au Tchad, en passant par le Burkina Faso, le Nigeria, le Cameroun, même la Libye et l'Égypte aussi n'y échappent pas vraiment. Quelles sont ces formes de terrorisme qui se développent et qui sont ancrées dans ces sous-régions? En Afrique, je peux dire qu'il y a deux types de terrorisme. Le terrorisme de nuisance. Le terrorisme de nuisance est ce terrorisme qui est véhiculé, savamment orchestré, je le dirais avec beaucoup d'aisance, par les puissances occidentales pour nuire aux États africains afin de pouvoir perpétrer leur domination et naturellement créer un déséquilibre de telle manière que les pays... Quelles sont les preuves que vous avez pour justifier dans l'ombre la main de ces puissances internationales par rapport à ce terrorisme qui se développe sur le continent africain? Bien, je prendrai un exemple très simple. En 92, lorsque le FIS gagne les élections en Algérie, le Front islamique du salut, les élections ont été régulièrement gagnées par ce parti islamiste. Or, la mouvance islamiste qui a été provoquée par les États-Unis au Moyen-Orient contre l'Union soviétique dans son temps, cette mouvance islamique se sentant pousser les ailes, a naturellement développé en Afrique et au Moyen-Orient des brèches pour pouvoir asseoir leur idéologie. Lorsque le FIS gagne les élections en Algérie, il est hors de question que l'expérience de l'Iran, naturellement, puisse se perpétrer en Afrique. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est la France qui, naturellement, pousse les généraux algériens de faire main basse sur les élections et, naturellement, d'écarter le FIS du pouvoir. Et c'est à partir de là que les aigris du FIS ont naturellement mis sur pied des formes d'organisation de riposte. Et en ce moment-là, on parle de manière beaucoup plus aisée de terrorisme, de vengeance. Et dans ce cas, en réalité, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont eu gain de cause en... Mais sur le cas de l'Afrique, du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, en quelques mots, comment mettre fin à ce type de terrorisme qui a fait déjà plus de 9000 morts en 5 ans au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, avec des millions de déplacés? Comment mettre fin
à ces velléités terroristes qui sont sur le continent? Quelques mots. Bon, pour mettre fin à ce terrorisme de nuisance qui est d'inspiration occidentale, il faut tout simplement que les pays africains comprennent que l'Union actuellement est le seul élément pouvant leur garantir une certaine stabilité et une certaine résistance vis-à-vis de l'Occident et surtout vis-à-vis de toute puissance et de tout pouvoir pouvant les mettre dans des difficultés, parce que le terrorisme actuel en Afrique a un but politique et un but économique, c'est déstabiliser l'Afrique. Merci Grégoire Kamkumo Timchou. Je rappelle que vous êtes historien, géographe, spécialiste de l'histoire des mouvements djihadistes en Afrique subsaharienne. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après cette édition du 20h, 100% foot, présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision.